êtes en direct du live média organisé par Finistère 360. Bienvenue. Nous allons glisser progressivement dans cette période de fin d'année pour nous approcher doucement de Noël ici en Finistère. Nous parlerons design, nous parlerons bien-être, nous parlerons culture, nous parlerons transition avec nos invités qui se trouvent déjà en plateau ou en vidéo. Surtout, nous vous invitons à poser vos questions via le chat du live. Elles seront relayées aux invités qui se trouvent en plateau. Alors surtout, n'hésitez pas. Vous êtes bien installés? Vous avez de quoi prendre des notes? C'est parti, on peut y aller. Je vais commencer par vous présenter Frédéric. Bonjour. Bonjour Frédéric Tréguier de l'épicerie des algues, qui va nous parler, sans surprise, algues, Oui. alimentaires, je crois comprendre, Tout à fait. et bonnes recettes. Oui. Mais tout à l'heure, en fin d'émission, parce que Frédéric, d'ici là, vous allez nous concocter de bonnes petites dégustations. 3 recettes simples et festives. Donc, qui s'adaptent tout à fait pour nos tables de fin d'année, entre amis, Exactement. en famille. Oui. Super. Frédéric, on va vous retrouver tout à l'heure. Vous allez nous préparer ça tout le temps de l'émission. Oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Yannick. Bonjour. Bonjour Yannick. Yannick Roilec. Alors, vous, c'est en tant qu'ambassadeur historique Absolument. de la marque Tout commence en Finistère que Oui. vous nous accueillez ici, chez vous. Voilà, donc bienvenue à tous au magasin Artédiem à Morlaix. Voilà, nous sommes dans les locaux de votre magasin, Artédiem. Artédiem, c'est un magasin de design, de déco contemporaine. Alors, c'est quand même 700 mètres carrés, 150 marques, c'est pas rien. 3 étages. Exactement, ouais. Ici à Morlaix, qui n'est pas non plus la plus grande ville du Finistère. Est-ce à dire qu'il y a une appétence particulière pour les Morlaisiens ou les Finistériens pour, on va dire, les beaux objets? Depuis longtemps, les Bretons, et plus particulièrement les Finistériens, c'est vrai, aiment la décoration. On prend beaucoup soin de son intérieur ici. Et donc, c'est tout naturellement qu'on s'est installé dans cet immeuble en centre-ville de Morlaix. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a vraiment une histoire du meuble aussi, du meuble traditionnel, du meuble de famille. Et tout le challenge pour nous, c'est de mixer à la fois les meubles traditionnels bretons et la décoration contemporaine. Comment est-ce qu'on mixe les deux? On travaille beaucoup, on écoute nos clients et on essaye de rentrer vraiment dans leur intimité pour voir comment on peut faire pour qu'ils sentent le mieux possible chez eux, avec tout leur patrimoine historique et le patrimoine à venir que nous représentons. Est-ce qu'on se sent chez soi de la même façon selon qu'on habite sur le littoral ou un peu plus dans les terres, dans le Finistère? Est-ce qu'il y a des particularités comme celle-là? Oui, il y a vraiment une différence sur la lumière. On travaille beaucoup en bord de mer et c'est vrai qu'il y a une couleur ici qu'on aime beaucoup, qu'on appelle en breton glaze et qui n'existe nulle part ailleurs. C'est un mélange de vert et de bleu qui donne une tonalité vraiment extrêmement particulière aux intérieurs. Et ça, on essaye de le rendre dans notre décoration par les choix de teintes sur les murs, sur les rénovations, même sur les volets extérieurs, pour que ça se marie très bien avec les cieux qui sont magnifiques, notamment cette saison. C'est vrai que c'est assez indescriptible en fait, ces Oui. cieux bretons, surtout en fin d'année. Surtout en fin d'année, absolument. Ouais. Donc ça veut dire qu'on compose une histoire pour se sentir bien chez soi entre l'histoire de nos meubles et puis ces objets qu'on va choisir au coup de cœur. Exactement, nos histoires de voyage aussi, c'est vraiment un mélange, quoi. Ce qu'on veut, c'est pas imposer quelque chose de tout fait. On écoute ce qui se passe, on écoute les maisons et on regarde la lumière. Parce que dans une décoration, ce qui compte avant tout, c'est la lumière. Et ici, on a la chance dans le Finistère d'avoir une lumière extraordinaire. Alors on écoute les maisons, je crois que vous avez écouté le lieu aussi avant vous-même d'emménager dans ces murs puisqu'il a une histoire très particulière. Oui, c'est vraiment étonnant parce qu'il a été construit sur les ruines de la chapelle Saint-Jacques du XIe siècle. Donc à ma connaissance, on est le seul magasin de décoration à faire partie du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et chaque année, on voit donc les pèlerins qui viennent se recueillir devant les ruines de la chapelle Saint-Jacques qui sont encore au fond du magasin. Ouais, c'est vraiment une histoire très particulière. Un lieu chargé, comme on dit. Alors des lieux chargés ou des lieux spéciaux à Morlaix, il y en a plusieurs et il y en a un autre que je qualifierais de contemporain au sens où il sera inauguré demain, réellement demain. Vous en êtes le président. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce lieu? Qu'est-ce que ce nouveau lieu à Morlaix? Oui, c'est un lieu qui me tient particulièrement à cœur. C'est l'ancienne manufacture des tabacs qui a été rénovée par 3 associations de cinéma, de musique actuelle et de théâtre. Et ce lieu s'appelle le SIU.
Et Comme un Apache. comme moi, on est sur le chemin, on va dire. C'est un chemin qui se construit, c'est un chemin sur lequel on va aller. Et le Sioux, comme salamandre, entre Sor et Wart. Donc les trois associations, voilà, les trois associations fondatrices de ce lieu. Et ce lieu, c'est 5000 m² dans le cœur historique de la manufacture, avec 3 salles de cinéma, un restaurant, 2 bars, une cour, la cour des possibles, une librairie, des studios de répétition, une salle de concert. C'est-à-dire que c'est un lieu privé ou est-ce qu'il est public? Alors, il a la particularité d'avoir été initié par 3 partenaires privés, c'est-à-dire 3 associations. On avait l'habitude de travailler ensemble et à un moment, on a été voir les pouvoirs publics pour dire cette manufacture, nous, on peut imaginer quelque chose d'extraordinaire dedans. Ils nous ont fait confiance, ils nous ont confié les clés du lieu. Donc, c'est quelque chose qui part du privé, mais qui se construit étroitement, notamment par les financements avec les pouvoirs publics. Alors, dernière petite particularité du lieu, qui est l'architecte, je crois, qui a travaillé sur d'autres bâtiments assez symboliques. Oui, c'est un architecte qui est très très fort dans son domaine et qui est connu, qui s'appelle Loïc Julienne du cabinet Construire. Par exemple, il a fait la friche Belle de Mai ou alors l'usine Lu à Nantes. Je pense que ça parlera à tout le monde. En tout Exactement. cas, ça donne envie de venir découvrir ce nouveau lieu qui sera inauguré demain et donc qui sera visible. Il est déjà public. ouvert, mais l'inauguration a lieu demain, voilà, avec un spectacle qui s'appelle Gulliver, qui a été donné à Avignon cet été. Merci Yannick. Merci. Alors, je me demande si on a déjà des premières questions. Albine, je ne suis pas sûre qu'à ce stade, vous soyez jetés à l'eau pour poser vos questions. Donc, j'en profite pour rappeler que vous avez cette possibilité sur le chat. N'hésitez réellement pas. En fait, les questions seront relayées en plateau avec grand plaisir à nos invités. Je compte sur vous. Et je me tourne vers vous, Xavier Druin. Vous êtes le directeur de l'agence Finistère 360. Parlez-nous un petit peu de l'agence et de cette marque Tout commence en Finistère, qui, elle aussi, fête un anniversaire cette année, je crois. Oui, donc c'est pas l'anniversaire du Sioux comme demain, et merci pour ton accueil, Yannick, mais c'est vrai que la marque Tout commence en Finistère a 10 ans cette année, et que ça a été évidemment une vraie réussite avec plus de 1500 ambassadeurs, et que dans le cadre de ces 10 ans, c'est aussi l'occasion de pouvoir se réinventer, pouvoir imaginer comment une marque de territoire peut accompagner des évolutions de ce propre territoire. Et on a inscrit aujourd'hui la marque en marque à mission, à l'instar des entreprises qui peuvent choisir, dans le cadre de la loi Pacte, de pouvoir passer en entreprise à mission. Donc nous, on a fait ce choix-là, et ce choix de se dire qu'au-delà d'un attachement à un territoire, on était aussi dans des logiques d'engagement, et de voir comment les femmes et les hommes de ce territoire contribuaient à construire un Finistère qu'on souhaitait inscrit dans ces différents enjeux de transition qu'on connaît bien. Donc l'engagement porte sur la transition du territoire. Oui, c'est-à-dire que nous avons à la fois des ambassadeurs qui sont là, qui témoignent, qui sont tout autant de preuves, tout autant de promesses, tout autant d'illustrations d'une vitalité d'un territoire qui se réinvente, mais aussi des gens qui ont envie de faire ensemble. On a toujours des caractéristiques ici dans le Finistère d'une intelligence collective, d'avoir envie de travailler ensemble. On est au bout du monde et on se serre les coudes, et que toute cette énergie-là, on la met aussi évidemment au profit d'une prise en compte d'autant plus forte de tous les différents enjeux de transition écologique, de transition sociétale, de transition entre les équilibres des différents territoires, tout ce qu'on connaît dans les différentes géographies françaises, mais qui sont parfois avec des problématiques très, très locales, très différentes. Et donc, c'est le cœur de ce projet de marque. Alors, on abordera certaines de ces transitions, certains de ces projets de transition avec nos invités. Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi ce coup de projecteur aujourd'hui sur Noël en Finistère? Alors, d'abord, c'est moins connu, parce que souvent, la carte postale du Finistère est souvent liée à des souvenirs de vacances ou des souvenirs de rencontres qu'on a fait parce qu'on connaît du monde. Et que là, l'hiver, on est sur des lumières différentes, on est sur des rencontres différentes, on est sur des émotions différentes et sur des temps partagés qui sont différents. Et en particulier, le temps de Noël est évidemment un temps partagé qui est complètement différent. Donc, il y avait ce souhait-là, et il y a toujours ce souhait-là. Aussi parce qu'on a des choses à raconter qui sont évidemment très fortes, que ce soit en termes de saisonnalité sur le bien manger, sur les arts de la table,
vous avez introduit par rapport à cet enjeu sur les algues et autres, évidemment aussi par rapport à des séjours qu'on peut faire pendant toute cette période hivernale qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut faire pendant l'été, par exemple. Et puis, on a des centres-villes qui se mettent au diapason et proposent des offres. Alors, on a des offres en intérieur, comme celle, par exemple, du Sioux, qui montre à un moment donné la manière dont on réinvente et comment on anime un centre-ville, mais on a aussi des propositions plus originales qui sont pas forcément ce qu'on retrouve ailleurs, parce que notre culture maritime nous amène à avoir des propositions complètement différentes de ce qu'on peut trouver traditionnellement à Noël. Alors, je saisis la balle au bond et je vous propose tous ensemble de nous immerger progressivement dans cet univers effectivement maritime. Et pour se glisser tout doucement dans cette ambiance de fin d'année un peu cocooning et se ressourcer, quoi de mieux qu'un moment thalasso. Bonjour, donc je suis Sylvie Gléonec, responsable commerciale de la Thalasso de Bénodet, et bienvenue chez nous. Vous trouverez en Finistère plusieurs centres de thalassothérapie parce qu'effectivement la région est tout à fait propice à ce type d'établissement compte tenu donc, de son bon air, la pureté de son eau, la pureté des algues qu'on peut y récolter à chaque saison. Donc c'est vraiment le combiné gagnant pour un très bon séjour en thalassothérapie. La Thalasso de Bénodet a été créée il y a 20 ans donc par le groupe Relais Thalasso, donc la maison Philippot. C'est vraiment une histoire de famille, des inconditionnels de la Thalasso et des grands défenseurs de la prévention santé. Et la Thalasso de Bénodet s'est refait une beauté il y a maintenant 3 ans. Donc avec une très grande surface supplémentaire donc de solarium et une nouvelle suite Relais Thalasso donc qui vous permet de profiter de vos soins au maximum dans un même endroit avec une même hydrothérapeute. Cette période-là, c'est de l'immunité, c'est de la prévention santé, puisqu'avec tous les soins que vous allez recevoir, donc vous allez refaire le plein d'énergie et pouvoir justement finir l'hiver en grande forme. C'est entre 6 mois et 9 mois donc effectivement de grande forme après une thalasso. Tout le monde peut venir faire une thalasso, donc l'idéal c'est de la faire vraiment sur une semaine. Maintenant ça peut être une demi-journée, ça peut être 2-3 jours, donc vous pouvez vraiment dans tous les cas vous faire du bien. On sent un coup de cœur au cœur de l'hiver, c'est le cas de le dire, c'est vraiment le soin, donc le massage sous pluie marine, donc qui est un massage entier de tout le corps, donc sous une pluie fine d'eau de mer à 30 degrés. Donc comme ça, vous allez retrouver toute votre énergie et tous les oligo-éléments nécessaires grâce justement à l'eau de mer. Retour en plateau, on va rester un petit peu dans l'ambiance maritime, du bien-être, du prendre soin de soi, qui est si agréable en fin d'année, et parler de cosmétiques et de cosmétiques à base d'algues. Ces cosmétiques ont une autre particularité, c'est qu'elles sont produites à Ouessant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas très bien, Ouessant c'est une petite île, on peut le dire, encore très très authentique, avec assez peu d'entreprises. Et pour autant, c'est là que Guy Potier a choisi d'installer Nividiskin. Guy Potier, bonjour. Bonjour. Vous avez choisi de vous installer donc à Ouessant pour créer Nividiskin, qui commercialise donc des soins pour la peau, pour le corps, à base d'algues. Pourquoi avoir choisi de vous installer à Ouessant ? C'est un peu un hasard. Je cherchais, il y a plus de 10 ans, on fête nos 10 ans comme tout commence en Finistère, un point commun déjà. Je cherchais un endroit pour fabriquer un actif très intéressant, qui est très connu scientifiquement. Il y a beaucoup de publications scientifiques. Et on m'avait dit, il y a quelqu'un à Ouessant qui peut essayer de te trouver un moyen de produire. Donc j'étais allé une première fois à Ouessant et très vite, je me suis rendu compte du potentiel pour produire cet actif, puisque Ouessant, c'est un endroit très très riche en algues au niveau quantitatif, qualitatif. Et puis, il y avait tout pour extraire ce petit actif très très intéressant. Ça a été une rencontre, si vous voulez, entre un domaine, la cosmétique, et un territoire, et l'extrême du territoire, puisqu'on est à l'extrême ouest à Ouessant. Et donc, quelque part, une rencontre entre la peau et Ouessant. Et vous avez choisi, une fois la rencontre effectuée, de rester là, d'embaucher localement et de faire vivre l'entreprise localement. Ça, c'est les aventures humaines. La première fois que je suis venu à Ouessant, j'ai rencontré des personnages absolument incroyables. Des personnages, alors souvent on les appelle les berniques, vous savez, les petits animaux qui restent accrochés sur le rocher,
Peut-être que je suis devenu une Bernique d'ailleurs, ça c'est au Ouessantins de me le dire, mais j'ai rencontré, c'est une aventure humaine aussi, hein, j'ai rencontré des personnes très très qualifiées, très motivées pour développer l'activité économique sur cette île et je suis resté, et bien évidemment. Combien d'entreprises aujourd'hui à Ouessant? Je crois que des entreprises de production, je crois qu'il y en a 3. Il y a nous, et puis une petite entreprise qui fait des savons, et puis bien sûr l'association qui gère le miel d'Ouessant. Alors, je crois que ce territoire, on l'a compris, par votre rôle de Birnique, comme vous dites, compte pour vous. Vous avez un attachement à votre île. Vous avez aussi choisi d'être justement ambassadeur de cette marque à mission. Tout commence en Finistère demain. Pourquoi ? C'est aussi une histoire de rencontre, hein. C'est la rencontre d'un projet et d'un territoire. Dans le Finistère, d'autres le décriront mieux que moi, mais vous avez tout pour que la cosmétique s'épanouisse. En fait, il y a 2 façons de concevoir la cosmétique, soit le côté bien-être et glamour, soit le côté technique. C'est la façon dont on a choisi d'aborder la cosmétique. Et là, vous avez des richesses très, très intéressantes pour la peau. Et tout commence en Finistère. Cette marque, on se rend compte que son objectif, c'est d'aller plus loin, hein. On parle de transition, d'aller au-delà. Et on a vraiment l'impression d'être soutenu sur ce territoire, à la fois parce que les richesses sont innombrables, et puis parce que les gens qui veulent développer ce territoire sont très au fait de ce qu'on veut faire aussi, nous, dans notre coin, c'est-à-dire les transitions. Alors justement, dans les transitions, il y a votre façon de produire aussi. Je crois qu'il y a toute une réflexion autour du rejet des algues, une fois extrait les composants qui vous intéressent, sur le packaging. Est-ce qu'on peut parler de slow cosmétique en ce qui vous concerne ? Oui, on pourrait dire ça. Slow, c'est à la fois dans la façon de concevoir les produits, de choisir les ingrédients, et c'est la façon aussi de développer notre marque. Ça fait 10 ans qu'on existe. Là, on a passé les 300 pharmacies qui distribuent nos produits. Donc, on y va très, très doucement. On autofinance tout et on préfère justement avoir cette façon de développer notre produit qui est très technique et très intéressant. Votre produit, je crois que vous l'avez apporté, on peut peut-être le montrer, qui s'appelle Baume Tempête, on le rappelle. Voilà, le Baume Tempête. Alors, on n'a pas fait du brainstorming pendant des années, hein. Et surtout Nividi Skin. Là, vous avez vraiment Ouessant dans la peau. Pour ceux qui connaissent Nividic, c'est le rocher et le phare le plus à l'ouest des côtes françaises. Bon, Skin, on a voulu faire international un peu, mais bon, on aurait pu mettre peau, Nividi peau. Et là, c'est le produit emblématique parce que nous, qui voulons faire de la transition. On a déjà fait de la transition comme beaucoup de sociétés finistériennes dans la conception de notre produit. Donc on extrait simplement les algues à l'eau pour extraire les actifs. On n'utilise que des ingrédients non polémiques. On est 100% sur Yucca, mais on existait bien avant Yucca. Et surtout, la transition cosmétique. En fait, quand on met des produits, qu'on se met des produits régulièrement sur la peau, autant que ce soit actif. Souvent, on se met des produits glamour, agréables, qui sentent bon après la douche. Nous, ce qu'on propose, c'est d'aller au-delà. Alors, c'est quoi un produit actif pour la peau ? Un produit actif, c'est un produit qui aide la peau tous les jours à se régénérer. La peau, tous les jours, est obligée de régénérer les cellules qu'elle perd tous les jours. C'est en particulier ces petites cellules, les fibroblastes, qui sécrètent toutes les fibres de la peau. Élastine, collagène, acide hyaluronique. Eh bien, cet actif ouessantin, le Zafilane, permet à la peau de stimuler la régénération des fibroblastes. Et c'est comme ça qu'on est anti-âge, en fait. C'est comme ça qu'on lutte contre le temps. Donc, non seulement on a pas mal d'utilisateurs qui l'utilisent pour se soulager du psoriasis, de l'eczéma, des brûlures de radiothérapie, mais nous avons de plus en plus de femmes, souvent, un peu d'hommes, qui l'utilisent tous les jours comme soin quotidien, et ça leur suffit. Pardon. Oui, la transition, en fait, pour nous, c'est ça en cosmétique. C'est souvent, on utilise beaucoup de produits différents et souvent, c'est pas forcément toujours utile. Et dans la transition, il y a aussi le côté un peu surconsommation, consommation plus raisonnable, plus responsable. Eh bien, je pense qu'en cosmétique, il y a du boulot à faire. Merci pour cette présentation. Alors, peut-être qu'on a déjà des questions sur le principe actif ou autre. Albine.
Alors, plusieurs questions. D'une part, la volonté de venir en reportage à l'automne ou de venir en voyage presse pour découvrir le Sioux. Donc, bien évidemment, on va vous répondre à toutes ces demandes ou la volonté d'avoir les tags Instagram des intervenants. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les réponses à vos questions, pas forcément en ligne en direct, mais là, évidemment, on vous répondra. Oui, il y a une question plus particulière. Quels sont précisément les actifs produits à Ouessant? Vous l'avez évoqué, Guy Potier. Donc, quels sont les actifs produits à Ouessant? Alors, pour ce qui concerne le baume tempête, c'est un actif qui est un polysaccharide sulfaté, un fucane, qu'on dépolymérise à Ouessant pour avoir l'activité en fait dermatologique. Il faut le couper en petits morceaux parce que en général les molécules qu'on extrait d'algues sont très grosses, hein, puisque l'eau est très diluante. Donc il faut pour lutter contre la dilution de l'eau, il faut souvent être gros. Et donc, mais bien sûr, à Ouessant, on extrait d'autres actifs. En particulier d'une algue rouge qui s'appelle Asparagopsis, qu'on cultive à Ouessant et qui a des propriétés, elle, plus antiseptiques. C'est une algue qui a beaucoup de facilité pour lutter contre l'invasion d'autres petites algues, hein, le fouling. Et c'est très intéressant en cosmétique. D'ailleurs, nous allons lancer le mois prochain le nouveau produit Nividicine, qui est un soin lavant à partir de cet actif. Merci pour ces précisions. Vous pouvez bien sûr continuer à poser vos questions. Je vous le disais, elles sont relayées en plateau et si besoin, elles auraient une réponse complémentaire qui serait apportée par l'équipe après l'émission. Je vous propose maintenant de voir ce qui se passe quand deux amoureux de la montagne s'inspirent des monts d'Arrée pour concevoir des accessoires et des vêtements éco-responsables. Bonjour, Arnaud Perrier, designer rennais. Bonjour, Fabrice Villa, designer rennais et co-créateur avec Arnaud de la marque Mont d'Arrée. Mont d'Arrée, c'est d'abord apporter un autre regard, une autre vision sur la Bretagne. L'idée, c'était de sortir un petit peu de l'image bretonne qu'on a tous, à savoir son folklore et son littoral. Voilà, c'était un peu sortir des sentiers battus, de créer une marque un peu inédite et de raconter l'histoire d'une Bretagne aussi inédite, d'où le côté montagne. Et qui dit marque un peu unique et spécifique, comme le disait Arnaud, l'idée c'était d'avoir une marque qui fasse sens aussi auprès des futurs utilisateurs qu'on souhaitait cibler. L'objectif pour nous, c'est quand même de porter, je dirais, de mettre un coup de projecteur sur des artisans plutôt locaux et bretons. On a commencé l'histoire de Mont d'Arrée avec un bonnet. Et on s'est dit qu'effectivement, on a découvert aussi qu'il y avait des ressources locales, très locales. Donc en fait, chez Patrick, dans les Montagnes Noires, il élève les brebis. Et en fait, comme il a une très forte connaissance en fait, de la laine et de l'utilisation qu'on peut en faire, on a décidé de faire en fait, un bonnet avec lui. Il est tricoté à Saint-Herblon, en Ille-et-Vilaine. Et on utilise effectivement le feutre du Morbihan pour signer le bonnet avec notre logo. C'est une marque qui se veut éco-responsable le plus possible, donc on a fait attention aux matériaux qu'on allait utiliser. C'est aussi au niveau de la production, toutes les sérigraphies qui sont faites sur les t-shirts par exemple sont certifiées GOTS avec des encres végétales. Voilà, on essaye en tout cas d'avoir une démarche la plus éco-responsable possible sur l'ensemble des produits qu'on développe. Pour Noël, je dirais qu'il y a entre le carnet, la casquette, les t-shirts, il y a de quoi faire. Si on avait un à retenir, peut-être notre coup de cœur, quel bonnet finalement. Et en plus, c'est un bonnet où on connaît parfaitement l'histoire, parce qu'on a assisté à la tonte des brebis. Ça serait le clin d'œil, et puis le coup de cœur pour nous. Ouais, puis c'est le produit 100% breton, du coup, parce qu'il a été fait entièrement ici. Youen Daniel, vous êtes conteur, animateur nature dans les Monts d'Arrée, que vous connaissez par cœur, vous. C'est ça, oui, bien sûr. C'est mon coin, mon jardin. Alors, c'est un peu plus que votre jardin. En tout cas, vous y conviez beaucoup de monde et vous rayonnez assez largement dans ce paysage de landes, de roches qu'on a vu à l'image qui est assez particulier. Vous invitez petits et grands et pas tout seul, avec toute une bande. Racontez-nous. Il y a une vingtaine d'années, je m'installe dans les Monts d'Arrée. J'y étais né déjà, mais je reviens dans les Monts d'Arrée et je constate qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Du coup, je me suis dit, tout est à faire. Avec une bande d'amis, on a monté une association et étant fraîchement formé en animation nature et aimant beaucoup aussi le spectacle, de monter sur scène moi-même, on s'est dit qu'on allait créer toute une activité, faire découvrir les Monts d'Arrée
par les animations voilà, sur la découverte des tourbières notamment, des plantes, des animaux particuliers de l'endroit, et aussi de faire découvrir le pays par les légendes, les nombreuses légendes qu'il y a. C'est vrai que maintenant, les enfants, les grands, les adultes qui viennent avec moi peuvent tomber au détour d'un chemin sur un corrigan ou une plante carnivore. Je fais bien souvent un mélange entre des choses très terre-à-terre et réelles, et puis aussi les personnages du petit peuple et du monde imaginaire. Alors vous, et c'est toute la bande de l'association Hades, pour la citer. Vous proposez donc des sorties, des balades nature, des contes, des spectacles. Ouais. En journée, le soir, même la nuit, je crois, et toute l'année. C'est ça, toute l'année, beaucoup pendant les vacances, en tout cas pour les enfants. Mais effectivement, on est présent là, disponible de janvier à décembre, quel que soit le temps. Ce n'est pas la pluie qui nous arrête, d'ailleurs. Jamais. Non. En décembre, vous avez un moment fort, je crois, la veille de Noël. Oui, cette année, un peu tous les ans d'ailleurs, on fait un spectacle de contes, une veillée, cette fois-là en salle. D'habitude, on sort un peu plus à l'extérieur. Mais là, voilà, on avait envie de s'ouvrir un peu plus sur le monde. Cette année, ça ne sera pas forcément en lien avec la culture bretonne, mais sur les cultures du Grand Nord. Mishka, la petite Esquimaude, est à la recherche d'une baleine blanche. En cette période de Noël, elle la trouvera. Alors c'est un spectacle de contes mis en musique, un conteur et clarinettiste accompagné d'une chanteuse et d'un guitariste. On est assez fiers de notre petit spectacle là. Et je vous ai assez lancé sur l'idée de nous raconter une histoire. Est-ce que, je pense que nos invités seront d'accord, est-ce que vous seriez tenté de nous raconter un petit conte comme ça rapidement ? Très rapidement. Alors, un conte peut-être un peu résumé. Oui, c'est vrai que les Monts d'Arrée déjà sont un endroit un peu dur, des terres froides. Et autrefois, les paysans avaient vraiment lavé dur. Mais Jan Vraz, un gars de Bottmer, du petit village au pied des montagnes, entre montagne et marécage, voilà, près de la Tourbière. Jan Vraz rentrait pour Noël, pour fêter Noël avec lui. Il rentrait d'une grande tournée. Il était allé vendre des animaux, mais il avait à traverser la montagne. Oh, évidemment, il connaissait les chemins par cœur, Jan Vraz. Mais là, la nuit tombait. Il savait qu'il avait encore 1 heure de marche. Et la neige se met à tomber, la neige arrive et commence à s'épaissir. Mais là, lui qui aurait pu faire le chemin les yeux fermés, ne savait plus où était le ciel, où était la terre. Il ne sentait même plus le chemin là sous ses sabots de bois. Et il commençait franchement à s'inquiéter. À vrai dire, il s'était mis à tourner, à retourner, et maintenant, il était totalement perdu. Voilà des heures qu'il marchait. Il sentait même que peut-être sa vie allait l'abandonner. Et puis, minuit arrive, et alors qu'il était là, perdu dans la neige, toutes les cloches des bourgs aux alentours se mettent à sonner. La cloche de Brénélis, dans son dos, il entendait Plounéo-Ménès, le clocher de Comana qui résonnait également, et puis le petit tintement de la cloche de Bottmer, là, quelque part en face de lui. Il savait maintenant dans quelle direction aller, et il a réussi, du coup, en traversant les talus, les landes enneigées, finalement à arriver en famille pour son réveillon. Cette fois-là, son réveillon était grandiose, encore plus spécial que d'habitude, certainement. Ouais. Ouf, ouais. Nous voilà soulagés. Merci pour cette mise en bouche également de cet esprit de Noël. On se projette bien, je crois, dans notre univers des Monts d'Arrée en plein hiver. Albine, est-ce que l'on a une question sur les contes ou un des autres sujets qui sera abordé pendant ce live ? Oui, beaucoup de questions, que ce soit pour Guy Potier, les algues, Nivediskin ou les Monts d'Arrée. Alors, puisqu'on enchaîne, y aura-t-il une déambulation comptée au flambeau dans les Monts d'Arrée pour Halloween ? Eh bien, oui, certainement. Pour la Toussaint, on a effectivement un grand programme
Pour les adultes en particulier, les balades en nocturne, effectivement, on les fait avec des lampes tempêtes. On ne va pas mettre le feu dans la lande et des monts d'arrêt tout de même. Mais pour les enfants, on fait ça plutôt en journée. Par contre, à l'époque de Noël, j'avais vraiment envie de faire sortir les enfants à la nuit. Et donc, en fin d'après-midi, toute fin d'après-midi, on est à la période où il fait déjà nuit. Et là, on sortira également avec les jeunes. C'est très important, je pense, de leur faire découvrir la nuit, cet instant en plus, la nuit qui les prend, cette heure aussi entre chien et loup qui peut être un peu inquiétante. Mais oui, on aura bien un programme nocturne. Alors, on relayera les questions tout au long de l'émission. On rappelle que celles qui ne pourraient pas être posées pendant ce live trouveront bien évidemment une réponse en direct avec les intervenants ou avec l'équipe après l'émission. Et moi aussi, Yoann, en fait, je connais une jolie histoire, mais la mienne, elle parle de chocolat, ce qui tombe bien avec Noël. Elle parle de café et elle parle de voilier. En revanche, l'intéressée la raconte beaucoup mieux que moi, donc je vous laisse l'écouter. Moi, je m'appelle Jacques Barrault, je suis directeur général de Grand Sail, qui est une société qui fabrique des cafés et des chocolats à Morlaix. C'est vrai que Morlaix est rapidement devenu une évidence pour nous. Il y avait déjà ce local dans lequel on est aujourd'hui, au pied de l'écluse à Morlaix, et qui est, je crois, à 5 mètres en fait, du futur quai de notre navire. Mais au-delà de ça, c'est vrai que Morlaix a une histoire maritime qui est quand même extrêmement intéressante, avec la manufacture qui n'est pas très loin, où à l'époque, il y avait quand même des voiliers au cargo, au sens réel, qui venaient pour y décharger leur cargaison. Donc ce qu'on est en train de bâtir aujourd'hui au travers du projet Grand Sail, c'est quelque part une remodernisation de ce qui se faisait déjà il y a quand même un bon paquet d'années. La genèse de Grand Sail vient du fait que déjà, en venant du maritime, on souhaitait développer une société qui soit en lien avec le maritime. On en est en tout cas vite venu à l'idée de développer un moyen de transport décarboné. Ce circuit maritime qui consiste à exporter des vins à New York, de descendre dans la zone donc Amérique centrale Caraïbes pour y charger des cafés verts et principalement du cacao et de revenir à Morlaix. Ça a été cette succession de réflexions qui s'est faite progressivement et qui a finalement fini par bâtir le projet Grand Sail. Donc on a démarré avec les cafés en 2013, les chocolats en 2016 et donc la société s'étant correctement développée, donc ça nous a permis de démarrer la construction du voilier fin 2018. Notre finalité consiste à bâtir finalement des deux côtés de l'Atlantique, donc un réseau de transformation, donc de torréfaction et de chocolaterie, et de connecter tout ça à une flotte de voiliers cargo de taille croissante, et dans lequel il n'y aura toujours que des produits Grand Sail. Ça, on y tient également absolument. Noël, c'est la période des récits, je crois qu'on l'a tous compris, on en est tous friands. Il existe dans le Finistère un lieu qui n'est pas encore si connu du grand public et pourtant c'est un lieu de fabrique de récits et c'est un lieu qui est fréquenté par pas moins de 200 cinéastes par an. Quel est ce lieu, Charlotte Levallégan ? Bonjour. Bonjour. C'est un lieu qui est installé sur le territoire de la Côte des Légendes, Finistère Nord. C'est un lieu qui s'appelle le Groupe Ouest, qui est installé dans une ancienne exploitation agricole sur la commune de Plounéo-Brignogan-Plage et qui a été une ancienne exploitation agricole entièrement transformée pour devenir un lieu entièrement dédié à la fabrique de récits pour le cinéma et les séries. Donc tout au long de l'année, ce sont des workshops, des ateliers qui réunissent des auteurs, des scénaristes, des réalisateurs avec des scénaristes consultants. Et donc tout au long de l'année, au Groupe Ouest, on travaille à accompagner ces cinéastes dans l'écriture des récits qui porteront leurs films. Et donc pour nous, l'idée c'est qu'on puisse les accompagner pour que les récits qui porteront leurs films soient forts, pour qu'ils nous embarquent dans leur monde, qui nous racontent quelque chose d'une autre et qui nous invitent dans une plongée imaginaire qui nous surprennent en tant que spectateurs. Donc voilà, c'est des films, là pour les films les plus récents qui sont sortis, c'est Sous le ciel d'Alice de Chloé Maslow et Yacine Badet, Les sorcières d'Aquelarre de Pablo Agüero et coécrit avec Catel Guillou, Une histoire d'amour et de désir de Leïla Bouzid, qui sont encore des films qu'on peut voir dans les cinémas.
Alors, on est très loin de l'image d'Épinal, effectivement. Pour autant, cette côte des légendes abrite un certain nombre d'initiatives autour de la culture au sens large et des spectacles. Et il existe une autre fabrique, cette fois-ci, d'imaginaire plus que de récits. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette fabrique d'imaginaire sur la côte des légendes ? Alors le groupe Ouest est installé sur ce territoire depuis une quinzaine d'années et a vraiment dans le cœur de son projet à la fois d'être entièrement connecté à une dynamique internationale dans sa communauté de professionnels, mais un engagement local et de développement territorial qui est ancré dans sa démarche. Et donc depuis une quinzaine d'années, on travaille très proche de nos partenaires de territoire pour identifier comment, ou en tout cas générer une dynamique à partir de cette question de l'imaginaire sur le territoire sur lequel on est implanté, et notamment avec une structure qui s'appelle Tourisme en Côte des Légendes, qui est adossée à la communauté de communes l'Esnevin Côte des Légendes, et qui a, depuis maintenant 3 ans, mène un projet qui s'appelle Fabrique d'imaginaire, qui a véritablement cette vocation de générer une dynamique et une forme d'attractivité nouvelle pour ce territoire, qui propose tout au long de l'année des petites fabriques qui sont des rendez-vous dans des lieux insolites et intimistes, des ribines de l'imaginaire avec des installations plastiques sur les endroits, les chemins de balade, et puis une grande fabrique qui va éclore au mois de mai 2022. Merci pour cette présentation. Est-ce que l'on a des questions, Albine ? Oui, beaucoup de questions. Alors, je vais sélectionner celles qui concernent des intervenants sur le plateau parce que les questions techniques sur la torréfaction du chocolat pour grains de sel, on les transmettra directement à l'intéressé. C'était un journaliste de Lyon. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir la réponse. Des questions sur les transitions, justement. Et pour Guy Potier de Nividiskin, on a bien parlé du contenu. Maintenant, on a un journaliste qui s'intéresse au contenant aussi, c'est-à-dire votre emballage, de quelle nature est-il, et peut-être également, s'agissant de cette offre spéciale en ce moment, le contenant de Baume Tempête Visage et Corps dans la pochette de la collection by TCF, si vous pouvez nous donner des éléments sur la composition de ces contenants. Alors, le contenant, donc le tube de Nividiskin, c'est du polyéthylène. Donc, c'est un plastique qui est recyclable. Il n'est pas tellement bien collecté en France, mais il est recyclable. Et là, sur le packaging en cosmétique, on est encore un peu embêté pour ne pas utiliser le plastique. Et il y a des choses, pour la petite histoire, on dit maintenant qu'il y a des plastiques 100% végétaux. Alors attention à ce qu'on vous dit, parce que les plastiques 100% végétaux, ce sont des plastiques exactement comme celui de Nividiskin, sauf qu'ils ne sont pas faits à partir de gaz ou de pétrole, mais à partir d'alcool. Et l'alcool est extrait de canne à sucre au Brésil. Donc je ne parle pas de la façon dont on plante de la canne à sucre. Il faut enlever les arbres avant, souvent. Donc souvent, c'est des petites astuces de marketing qui ne sont pas bien intéressantes pour la planète. L'offre, alors pour fêter nos 10 ans à la fois Tout commence en Finistère et Nividiskin, on a fait un petit partenariat et on a fabriqué une pochette 100% finistérienne, même le cordon est finistérien, donc à Quimper, chez Armorlux. Et on offre pour un tube visage et un tube corps la petite pochette bien jolie et bien pratique. Merci. Alors, je rebondis sur cette notion de textile à Quimper et je bifurque un petit peu pour croiser la culture avec la mode et arriver dans l'univers de Pascal Jaouen, de ses broderies. Et j'en profite pour signaler à ceux qui suivent son actualité que Pascal Jaouen présentera son dernier défilé en septembre 2022. Bien évidemment, les billets sont déjà en vente. Je suis donc Pascal Jaouen, je suis le directeur de l'école de broderie d'art de Quimper que j'ai créée en 1995, créateur depuis 2002 lors de ma première sortie de collection inspirée du costume traditionnel. Je me suis déjà très jeune intéressé à toute cette culture vestimentaire et mode, que ça soit masculin ou féminin. J'ai appris à reconnaître les costumes, à reconnaître les modes et plus tard je me suis intéressé à apprendre des points de broderie. Voilà, ça a été un travail de
longue haleine, mais important pour moi, pour la conservation de ces points et ensuite voir comment je pouvais les transmettre. Et c'est là où m'est venue l'idée de créer cette école de broderie. Moi, j'ai toujours été séduit depuis mon enfance par la haute couture. La spécificité que j'ai, moi, c'est que je m'approprie à partir d'un costume traditionnel soit une manche, soit un tablier, soit une partie du costume ou la broderie que je remets sur des modèles beaucoup plus contemporains qui peuvent être portés aujourd'hui par des hommes et par des femmes, sans oublier la source en fait. Et la source pour moi c'est le costume traditionnel. L'école de broderie à cette période-là travaille justement des produits qui vous amènent à fêter mieux Noël. Donc depuis quelques années on sort des boules de Noël. On travaille avec une entreprise pas très loin d'ici à Locronan, les entreprises Cadieu, et qui nous fait des petits sapins en aluminium sur lequel il y a une encoche où on met la boule de pardon et après on travaille des accessoires. Donc il faut qu'à partir, on va dire septembre déjà, les gens qui veulent offrir ou s'offrir quelque chose de brodé Pascal Jaouen, eh bien il faut qu'ils s'y prennent dès le mois de septembre pour l'avoir fini pour le mois de décembre. Bernard Lenoache, bonjour. Bonjour. Vous aussi venez de Quimper, vous connaissez Pascal Jaouen. Bien sûr. Vous n'évoluez pas tout à fait dans le même univers, vous vous intéressez au spectacle jeune public pour les enfants, donc. Oui, tout commence dès le plus jeune âge dans le Finistère. On va parler du plus jeune âge dans le Finistère pour vos spectacles. Vous êtes cofondateur, directeur du Trait au Théâtre, donc vous proposez des spectacles, mais pas que. Au-delà, vous avez à cœur, je crois, d'impulser la création et de fédérer. Et vous avez choisi la période de Noël pour le faire. Expliquez-nous. Oh, c'est une belle période, le spectacle en période de Noël. C'est aussi un moment où on parlait de la Bretagne, l'été, etc. Mais on pense aussi aux Finistériens, aux gens aussi qui viennent en Finistère en cette période, aux grands-parents qui accueillent leurs enfants. Et en fait, la particularité de Trait au Théâtre, c'est d'être installé sur Quimper, mais d'avoir une belle mission départementale et d'essayer de faire que la culture aille aussi vers les enfants, quelle que soit leur commune. On travaille 45 communes du département. Et pour ce festival, il s'appelle Théâtre à tout âge. C'est un festival de création, c'est-à-dire que c'est un festival où, quand on fait la programmation, on n'a pas vu les spectacles. Voilà, donc on parle de quelque chose qu'on imagine, qu'on aimerait bien que ce soit super, mais on découvre souvent avec les spectateurs le jour J, le spectacle. Et l'intérêt aussi, parce qu'on parle aussi d'économie souvent, c'est on est au bout du monde, tout le monde a bien compris, donc entouré par la mer de trois côtés. Donc aussi, on a ce travail de mutualisation et de solidarité tout simple dans le Finistère, c'est que quand les artistes viennent, ils viennent pas que pour Quimper, ils tournent dans le département, ce qui permet évidemment économiquement, à la fois pour les artistes que pour les lieux de diffusion, d'accueillir des super spectacles qui viennent de toute l'Europe. Vous disiez que tout commence dès le plus jeune âge. C'est combien le plus jeune âge ? Alors, le plus jeune âge, c'est 3 mois, 6 mois. Voilà, c'est assez étonnant, mais les gens qui viennent sont souvent un peu scotchés de voir l'intérêt qu'ont les tout petits au spectacle. Alors, évidemment, ce sont des spectacles qui sont adaptés, ce sont des spectacles où la jauge, le nombre de gamins accueillis et leurs parents, voire les grands-parents, de plus en plus d'ailleurs, est souvent de 40, 50, c'est un cocooning, hein, avec souvent un hall d'accueil qui est déjà aménagé pour les petits. Et tout ça se fait en collaboration à la Caisse d'allocation familiale du Finistère. C'est quelque chose d'assez original au niveau national. On co-organise des semaines de la petite enfance sur tout le département du Finistère. C'est 135 représentations. Mais à côté de ça, c'est pas que des spectacles. Il y a aussi plein d'ateliers autour de la musique, de la voix, du chant. Et tout ça, c'est la rencontre de deux professions, celle de la culture et de la petite enfance. Et en additionnant là nos moyens humains, en fait, on arrive à avoir un très beau moment partagé au mois de mars. Ça dure tout un mois et sur l'ensemble du département. Noël, le festival, Mars, la petite enfance. Et vous portez l'accent sur le territoire qui est très large, qui est très divers. Comment faites-vous pour toucher les jeunes ou tout jeunes enfants qui n'habitent pas forcément près d'une salle de spectacle ou de culture ?
Alors déjà, donc en décembre, ce festival qui va vers plus de 20 communes dans le département. Donc on essaye de rapprocher en fait la culture de la proximité et on s'appuie toujours. On n'est jamais organisateur en dehors de Quimper en fait. Il faut qu'il y ait une dynamique. À Morlaix, on travaille le théâtre de Morlaix, on travaille les Snevins, etc. Donc on s'appuie sur des acteurs locaux, associatifs, municipaux ou autres qui ont cette volonté et cette envie d'organiser des spectacles de qualité. Il n'y a pas de raison que les enfants aient des spectacles qui ne soient pas travaillés de la même façon. D'ailleurs, c'est notre cheval de bataille, que la création ait les mêmes moyens pour les enfants que pour les adultes. Voilà. Donc, par rapport à ça, ça veut dire qu'on a un département où Tréteau Théâtre accueille tous ceux qui veulent avoir notre soutien. Il suffit de nous appeler, on vient. À notre régisseur pour des fois donner des conseils au niveau technique, notre programmatrice pour un moment donné écouter et aussi à un moment donné faire les meilleures propositions. On n'est pas une compagnie, on embauche des compagnies qui viennent de l'extérieur. On parle aussi de thématiques, ça peut être sur l'alimentation, on travaille sur des projets sur la forêt, sur la nature. Donc souvent, on a les thématiques qui sont développées, c'est à la fois du plaisir, etc. Mais pas que, c'est aussi un endroit de responsabilité de futurs citoyens. Avec des messages. Avec des messages, évidemment. Et je souligne juste rapidement que vous proposez aussi des créations dans des lieux parfois un peu insolites, mais j'invite tous ceux qui nous suivent à aller vérifier et regarder sur le site de Tréteau Théâtre tout ce que vous pouvez proposer dans des parcs naturels, des endroits, je crois, comme ça, un peu insolites. La dernière rencontre était à la Pointe du Rhin. En fait, on a accueilli 1 millier de personnes et protocole oblige, on était avec des masques, c'est qui est quand même un grand gag pour nous dans l'endroit le plus vanté de France, mais on l'a fait. C'est important de traverser cette période un peu difficile dans le milieu de la culture et plus globalement. Donc on a réussi à faire ce parcours avec 300 gamins sur toute une année où ils ont rencontré aussi des scientifiques de la mer, des pêcheurs. Donc l'idée aussi, c'est que l'économie, la culture et différents autres partenaires aujourd'hui travaillent ensemble. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire on sort complètement de notre bulle et les salles de spectacle et un support, mais pas uniquement. Donc, il n'y a pas de salle de spectacle à Plogoff. Il y avait un endroit naturel qui est magnifique. Qui s'y prêtait. Voilà, qui s'y prêtait. Merci Bernard. Albine, est-ce que l'on a de nouvelles questions? Oui, beaucoup de questions. Alors, je vais choisir celle pour Charlotte Le Valégan. En fait, une question tourisme. Peut-on imaginer en Côte des Légendes des hébergements, des parcours de randonnée, éventuellement de land art? Je pense que tout est imaginable déjà. Et effectivement, je pense que le Finistère a un endroit quand même extrêmement pluriel et que avoir des artistes de land art qui s'emparent de ce que permet ce territoire, c'est absolument une perspective envisageable. Merci pour cette réponse. Savez-vous comment faire entrer l'estran dans votre salon avec couleur et avec douceur? Un indice? Je suis Cathy Hubert, j'ai créé la marque Mermeil d'impression textile et je travaille à l'Esconil dans le Finistère Sud. On a ouvert donc avec mes associés de Barzel la galerie boutique Les Sirènes au port de l'Esconil et où on expose toutes les deux nos designs, mais on a aussi invité d'autres artistes et artisans d'art, des céramistes, des peintres, enfin toutes sortes de choses magnifiques qui vont bien ensemble et qu'on vend à l'année donc à l'Esconil au port. J'aime beaucoup l'estran à marée basse et je ramasse des choses, des coquillages, des algues, des laisses de mer. Je regarde aussi le ciel, les changements de couleurs dans le ciel, sur la plage. Et également la campagne, parce que je passe beaucoup de temps à me promener un peu partout dans les champs qui longent la mer, sur les dunes. Et donc je ramasse pas mal de feuillages et je crée aussi des motifs botaniques. Et après, je rentre chez moi et je commence à dessiner tout ce qui me passe par la tête. Je suis très inspirée de Matisse, enfin de ce genre de choses. J'aime les aplats. Et donc je fais des choses assez stylisées à partir de ce que je ramasse et ce que je vois. J'essaye de sourcer tous mes matériaux localement. Alors pour l'instant, le lin que j'achète, c'est du lin soit de Normandie, soit d'Alsace. Et quand je n'utilise pas le lin, j'utilise des tissus anciens que je recycle. Parce que je ne veux pas utiliser le coton qui gaspille beaucoup d'eau. Donc ça, c'est un parti pris, voilà.
On essaye de développer pour Noël cette année une gamme de linge de maison, sans doute des torchons, les tabliers, je fais beaucoup de tabliers japonais et des sacs aussi. Bien sûr les coussins parce que on a toujours besoin d'un coussin. Je fais des couleurs très vives toute l'année mais je vais un peu changer, je vais faire des verts, des roses, des rouges là pour l'automne. Donc voilà. Alors moi, j'ai repéré des petits motifs d'algues sur les coussins, forcément. Ça m'a donné envie de venir prendre des nouvelles des algues de Frédéric. Et je vois que ça prend forme, Frédéric. Vous en êtes où? Je suis assez contente. On aura quelque chose à déguster tout à l'heure, tout à fait. À déguster, ça a l'air très très bon. C'est très coloré, c'est très joyeux. C'est servi sur une belle vaisselle. Alors on peut se dire d'ores et déjà que c'est une bonne idée pour les repas de fin d'année entre amis ou en famille. Qui plus est servi dans de la jolie vaisselle de Valérie Leroux ou Nathalie Derouet de Douarnenez. Alors Frédéric, on va prendre le temps de découvrir tout à l'heure avec nos invités et surtout de goûter vos préparations. Mais avant, j'ai envie de savoir comment vous êtes venu aux algues, vous? Alors moi, ça fait pas si longtemps que ça, mais c'est vrai que quand j'ai découvert par l'intermédiaire d'une récoltante tout ce qu'il y avait de bienfaits dans les algues, j'avoue que je suis tombée sous le charme et ça m'a tout de suite passionnée. Et donc j'en suis venue à proposer donc des produits à revendre, mais aussi des animations autour des algues. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous gérez l'épicerie des algues, donc une épicerie fine dédiée aux algues, et vous proposez des sorties découvertes, c'est ça, pour découvrir les différentes algues finistériennes? Oui, c'est exactement ça. On prend un seau, des ciseaux, on met des bottes. On va évidemment sur des coefficients un peu élevés et à marée basse, ça évite les problèmes. Et on va découvrir tout ce que nous offre la nature. On a un environnement qui est très riche ici en Sud-Finistère, donc c'est assez facile de voir toutes ces algues et de pouvoir les identifier, pouvoir après les cueillir et les ramener chez soi. Nous, on fait un atelier après et de pouvoir cuisiner des petites choses avec. Alors c'est évident pour vous, ça l'est pas pour tout le monde. Quand on voit les algues, comment est-ce qu'on peut savoir lesquelles sont comestibles déjà? Alors on a cette chance, pour les algues, c'est les 750 qui sont répertoriées en Finistère, qu'aucune n'est toxique. Alors du coup, ça aide. Alors certaines partent en cosmétique, comme on l'a déjà expliqué, et puis d'autres vont être en alimentaire avec des intérêts évidemment gustatifs, donc vont partir comme je vous ai mis là. Vous pouvez les trouver très facilement dans le commerce pour pouvoir faire vos préparations. Et vous parlez de les cueillir. Comment est-ce qu'on cueille des algues? On les prend comme ça? Non, du coup, voilà, pour respecter la nature vraiment dans son environnement, alors évidemment, on ne prend que ce dont on a besoin le jour de la cueillette. On a nos ciseaux, on coupe l'algue pour éviter d'arracher le crampon. C'est un peu comme un arbre qu'on déracinerait si jamais on le faisait. Donc, on coupe juste ce dont on a besoin. Et puis, voilà, après, on va pouvoir les préparer. Et on les prépare comment? Alors c'est là où, quand on est sur des algues fraîches, il faudra évidemment un peu les nettoyer pour enlever les bigorneaux, pour enlever tous ces petits coquillages qui vont se mettre dessus. Donc avec une eau fraîche, mais très rapidement, avec d'abord plutôt de l'eau salée, puis après un peu d'eau fraîche. Et puis on va pouvoir tout de suite en fait les préparer. Il n'y a pas plus de choses que ça à faire. Une fois que vous avez vos algues, tout de suite, vous pouvez les déguster. Alors, je crois que vous avez établi vous-même quelques recettes parce que finalement, c'est assez nouveau, cette culture alimentaire de l'algue. Il n'y a pas encore de transmission de recettes comme on peut avoir sur d'autres plats. Vous avez pris le parti, je crois, d'en composer, d'en rédiger, de les partager dans des ouvrages, il me semble, c'est ça? Alors, je n'ai pas d'ouvrage, mais c'est vrai que j'ai mon site internet où j'ai fait quelques recettes. Effectivement, comme vous le dites, on ne peut pas s'appuyer sur le passé. Les algues en Bretagne servaient pour l'amendement sur les terres ou la nourriture au bétail. Et donc, ce qui fait qu'on n'a pas de recette de grand-mère pour s'appuyer et proposer quelque chose. Donc, tout est inventé. Donc, ça, c'est bien aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de copier. Donc, voilà, on arrive, suivant ses affinités, ses appétences, avec les produits de saison, à proposer diverses choses qu'on aime bien déguster.
Oui, parce que les goûts peuvent être très différents d'une algue à l'autre. Oui, alors c'est même ça moi, c'est ça qui me fait souvent sourire. Certaines sont plutôt plates, je vais dire, au goût. Elles se goûtent très facilement. Et puis certaines qui sont moins utilisées dans le commerce, mais par contre qu'on trouve sur les estrans, qui ont comme ça un petit coup de fouet qui vous donne un petit coup de fouet. Et moi, que j'aime beaucoup parce que ça me permet de voir les visages des participants. Et bon, c'est des choses qui me font rire. Est-ce qu'on en a là qui donnent des petits Non, non, non. Dans le commerce, souvent, elles sont plutôt douces et donc assez faciles finalement à associer sur des plats. Alors, dernière question, est-ce que vous proposez au moment de Noël des sorties nature découvertes ? Non, les sorties vont s'arrêter là en octobre. On laisse tranquille les algues pendant l'hiver. En plus, une certaine partie va tout simplement ne pas exister. Donc, en fait, pour faire une sortie algues, il faut quand même une vingtaine d'algues un peu différentes pour avoir du plaisir à vous les montrer. Donc, du coup, non, je reprendrai d'ici fin mars mes sorties algues. En revanche, on peut s'approvisionner en algues déjà préparées pour ces tables de fin d'année. Exactement. Si on n'a pas le temps de préparer ce que j'ai préparé aujourd'hui, même si c'est simple, on peut évidemment acheter des tartares tout faits ou au moins des algues sèches et pouvoir après façonner des petites recettes avec. Merci. Avant de déguster ce que justement vous nous avez préparé, puis on va essayer de vous raconter, de vous faire partager quand même, Albine nous disait qu'il y a beaucoup de questions, donc je propose qu'on en relaye une nouvelle. Alors, ce sera une question pour Xavier Drouin, le directeur de l'agence d'attractivité. Première chose, une bonne nouvelle, j'ai pléthore de questions pour venir en voyage presse ici. Donc ça, c'est plutôt sympa avec des petits compliments et intérêts sur tout ce qui est proposé. Mais justement, la question, c'est finalement, quelle est cette spécificité de Noël en Finistère qui peut nous amener à venir le découvrir et plus largement, en fait, est-ce que l'on peut imaginer des escales d'hiver en Finistère et pourquoi ? Alors d'abord, par rapport aux questions sur les voyages presse, on est évidemment très ouvert et donc n'hésitez pas, prenez contact à la fois avec Jean-Luc chez nous et l'agence révolutionnaire pour savoir donc dans quelles conditions on peut vous accueillir et on sera très heureux de vous accueillir. Et ensuite, c'est vrai que par rapport à cette période d'hiver, on a construit cette année l'idée d'escale d'hiver sur 3 séquences, 3 périodes. Une période de rentrée dans l'hiver qui va jusqu'au temps de l'Avent et qui renvoie au mois noir qu'on trouve dans le calendrier celtique. Et puis après, la période de Noël dont on a abondamment parlé aujourd'hui avec ces offres qui vont tout autant du bien manger comme les algues, mais il y a aussi évidemment beaucoup de légumes de saison en particulier qu'on trouve ici autour de Morlaix, Saint-Paul-de-Léon, Roscoff, et puis évidemment des propositions qui sont liées à la manière de découvrir la mer en hiver, de découvrir les temps des tempêtes, de découvrir un tourisme de nature différent. On parlait d'Ouessant et on a un tourisme ornithologique qui est très fort pendant l'hiver, avec la capacité à voir vraiment et à observer des oiseaux comme nulle part ailleurs. Donc, on a tous ces différents éléments-là avec donc toute cette période de Noël. Et puis la dernière séquence qui est une séquence sur le renouveau, sur le retour de la lumière, avec des séquences, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de la chandeleur, qui est l'élément symbolique de ce retour de la lumière. Et pour ces 3 séquences-là, on propose une dizaine d'escales au sein du Finistère, avec chacun ses différences. Et tout ça, évidemment, on va le faire découvrir à la fois tout autant aux habitants qui parfois sont en recherche, qui de micro-aventures, qui de loisirs, qui de propositions d'activités, et puis évidemment aussi tous les gens qui viendront et qui voudront résider et séjourner et faire un peu de séjour ici. Voilà. Merci. Moi, je propose à tous ceux qui nous ont accompagnés de nous rejoindre pour une dégustation des préparations de Frédéric. On ne va pas garder ça pour nous deux, on va partager allègrement avec tous nos invités plateau. Frédéric, le temps qu'il nous rejoigne, est-ce que vous voulez bien nous raconter l'histoire de ces algues, nous les présenter ? Qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Alors, j'ai préparé, c'est l'incontournable tartare d'algues. On ne peut pas manger des algues sans goûter un tartare d'algues. Donc là, je vous l'ai préparé avec une pointe de gingembre parce que c'est assez festif et puis ça amène un peu de soleil pendant les périodes hivernales. Je voulais un produit de saison, donc on a un écrasé de potimarron rôti avec un fromage frais et du sésame toasté.
Et puis un petit houmous ici, voilà, celui-là, que j'ai fait avec de la dulce. Le potimarron rôti, j'ai utilisé des haricots de mer. Voilà. Messieurs. Avec plaisir. Merci Alors, beaucoup. je vous propose de partager pendant 2 minutes avec nous la dégustation, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Vous entendrez les commentaires pour connaître un peu les saveurs et les goûts. Frédéric, on va faire passer nos invités. Voilà. Donc ça, c'est le tartare. Le tartare d'algues, ici. Voilà. Le potimarron, pour ceux qui veulent goûter. C'est bien coloré. Oui, c'est bien. Avec des petites graines de sésame, c'est ça? C'est ça, des petites graines de sésame torréfiées. Je vous fais passer comme ça, si vous voulez. Alors là, on a, c'est ça, les préparations dont vous parliez. Je vais vous prendre là. Merci, très bon. Frédéric, alors le tartare, c'est ça? Voilà, avec 3 algues différentes, notamment la dulce, le kombu et la laitue de mer, que je vous ai mis ici. Ici, le houmous avec de la dulce. Et donc, l'écrasé de potimarron rôti avec du haricot de mer et un fromage frais et du sésame toasté. Alors, mesdames, messieurs, c'est frais, croquant, c'est comment? Très, très, très bon. Mais encore, délicat? Très fin, on sent vraiment, voilà. On est au bord de l'eau, là, et on déguste, c'est bonheur. Alors, ce goût des algues ressort, c'est doux, c'est stimulant, comme disait Frédéric, ou frais. Juste frais? Frais, frais, puis c'est très goûteux. Allez-y. On vous laisse déguster tranquillement. On va prendre plaisir à le faire, à prendre notre temps pour découvrir toutes ces saveurs qui sont donc très locales, des saveurs finistériennes. Xavier, j'ai peur que celles et ceux qui nous suivent finalement aient faim, qu'on leur ait donné faim et envie de déguster avant de les avoir remerciés. C'est important pour nous, voilà, de vous remercier, vous qui nous avez suivis. Merci pour vos questions. J'ai compris qu'elles étaient nombreuses. Peut-être qu'elles n'ont pas encore toutes une réponse en plateau, auquel cas l'équipe vous répondra tout à l'heure. Alors, j'ai envie de dire après l'émission, pour être honnête, je pense que ça va être après la dégustation. Almine, vous allez nous rejoindre quand même. Donc, vous aurez des réponses par l'équipe ou par les invités. Merci à tous les ambassadeurs. Merci aux uns et aux autres, évidemment. Merci à vous d'avoir suivi ce live média que vous pourrez aussi retrouver si vous le souhaitez en replay, puisqu'il sera disponible en replay dans quelques heures. Et puis, comme je vous le proposais tout à l'heure, on serait heureux et prêt à vous accueillir ici, évidemment, en Finistère, et de vous répondre de toute façon par rapport à toutes vos différentes questions et besoins en termes d'illustration, en termes de propositions de rencontres et autres. Voilà. Donc encore merci aux uns et aux autres. Et puis bon hiver. On a un soleil pendant le mois de septembre qu'on n'a pas eu forcément pendant l'été, mais voilà, on est prêt et avec envie de se plonger dans cet hiver. Alors vous l'aurez compris, le Finistère ne manque pas de sujet. N'hésitez pas à passer nous voir et surtout si vous venez en fin d'année ou au moment de Noël en Finistère, vous l'aurez vraiment compris, faites-nous signe.